C'est un patient qui vient pour des douleurs d'apparition brutale sans traumatisme. On mettra la main après à Napolicius, désolé. Ah, mon pense-bête, je te réponds après ce clinique là, d'accord? Bon, non, je te réponds tout de suite. Google Keep, c'est trop bien. Tu peux mettre des images, tu peux prendre tes notes, tu peux rechercher par mots-clés ensuite. Il faut utiliser Google Keep. Excellent Google Keep. Beaucoup mieux que le petit carnet en papier. Qu'est-ce qu'il y a? On voit pas le retour écran sur TikTok. C'est normal, je ne suis pas équipé pour faire le retour écran sur TikTok. J'ai juste la caméra TikTok et Instagram. Rejoignez ma chaîne YouTube, on est en live et vous allez pouvoir voir les cas cliniques. Dr Antoine Kirchner sur YouTube. Ok, donc qu'est-ce qui se passe sur ce pied? Eh bien, c'est un patient qui, sans traumatisme, se plaint de douleurs à la marche et on suspecte une fracture de fatigue. C'est ce qui est demandé par le clinicien. Je vais vous laisser regarder les images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous affiche d'abord les deux axiales. L'axial T1 à gauche, ici, et l'axial T2 steer à droite. Je vais maintenant vous montrer les autres plans. Coronal T2. J'ai pas de... Non, on peut pas voir les lignes de référence. À notre connaissance, non, il prend pas de traitement particulier, Abder. Allez, le coronal T1. On va s'arrêter sur cette image sur le coronal T1. Ceci est un indice. Maine Morton, névrome de Morton, bursite. Mais enfin, les amis, reprenez-vous. Où c'était 77? Non, il n'est pas fébrile, pas de fièvre. Ah, c'est pas un cas si facile, hein. C'est pas un cas si facile. Fracture sur os pathologique proposée par Anna Polisuk 5104. Alors, c'est une bonne hypothèse. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est sur os pathologique? Alors oui, où c'était 77, il y a une fracture. Hein, on va être clair. Ça là c'est cassé là. Alors attendez, je suis pas orthopédiste, hein, mais regardez. Là, l'os il est cassé là. Attendez, j'utilise mon autre main. Là, il y a un trait là. Ici, là, c'est clairement pété. Je vais vous le remontrer ici sur le T1. Voilà, cette image, elle est très importante. Donc là, on voit la fracture, ok? Là, la corticale est interrompue. Attendez, je vais mettre en grand. On va même zoomer un petit peu. Si j'arrive à trouver le bouton pour zoomer, mais j'en suis pas sûr. On va pas prendre de risque, d'accord? On va pas zoomer. Par contre, ce qu'on peut voir ici, là, si vous vous approchez de votre écran, à part la fracture, voilà, cette image-là, elle est très intéressante. Est-ce que quelqu'un est capable de voir quelque chose d'anormal là-dessus? Tu avais l'impression de voir une masse. Alors, est-ce que tu parles d'une masse à l'intérieur de l'os ou à l'extérieur de l'os? Donc oui, hein, c'est cassé. C'est une fracture du tiers proximal de la diaphyse du quatrième métatarsien. Hein. Maintenant, on en est là. Pourquoi est-ce que je montre ce cas? Parce que ce n'est pas simplement une fracture de fatigue. Déjà, la clinique ne collait pas trop. Il y a une fracture qui est complète, ce qui est quand même rarement le cas. En réalité, les fractures de fatigue, ça va rarement jusqu'à la fracture complète. C'est plutôt souvent des fissures osseuses avec beaucoup d'œdème, des appositions périostées qui apparaissent. Et rarement, on voit les gens arriver au stade où l'os s'est réellement entièrement cassé. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc voilà. Alors, extérieur, intérieur. Donc,
on va regarder ce qu'il y a. Là, sur le sagittal, attendez, je me cache. On voit ce machin blanc là. Bon, ça ressemble un peu à un kyste. À l'intérieur de l'os, sur le DP Fatsat, pardon, c'est du. Ouais, DP Fatsat, c'est pas si évident qu'il y a un truc dans l'os qui est bizarre. Par contre, si vous regardez sur le T1, toujours regarder le T1 en fait pour s'assurer de l'absence de. Putain, ça veut pas. Ah, le truc m'embête. Bon, on va regarder l'axial alors. Le T1, c'est la séquence qui vous permet vraiment de voir s'il y a une anomalie dans l'os. Une lésion de remplacement médulaire, c'est ce que suggère Abder. Voilà, c'est ça en fait qu'on doit rechercher pour ce qui est de suspecter un os pathologique. Et quand vous regardez sur l'axial T1, là, ici, il y a un truc qui n'est pas clair. Là, c'est pas clair du tout. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Attendez, je vous montre avec ma souris. Là, c'est pas normal. Sur une fracture de fatigue, vous avez de l'œdème, c'est sûr. Hein, vous avez une anomalie de signal, vous avez un truc un peu comme ça. Une zone un peu grisâtre, mais qui n'efface pas les travées osseuses. Et là, en fait, ouais, j'ai vraiment essayé de rechercher le zoom. Je sais pas si je suis capable de trouver le zoom. Est-ce que c'est seulement possible? Bon, apparemment non. Je vais zoomer autrement alors. Voilà, comme ça. Oh là là, c'est affreux. Bon, on va zoomer autrement. Excusez-moi pour ces difficultés techniques. Voilà, là c'est un peu zoomé là. Donc là, si vous regardez bien, je me remets devant, voilà, hop, ici, il y a un truc qui manque, il y a un trou dans l'os. Une fissure slash fracture de fatigue, ça fait pas ça. Hein, ça fait un épaississement de la corticale, ça fait de l'œdème, éventuellement un fin trait de fracture, mais ça fait pas un trou dans l'os. Et ça, faut avoir l'œil, faut vraiment le regarder sur les séquences en pondération T1. Si vous faites du Dixon sur donc des séquences in-out phase avec des reconstructions FAT et water, la FAT, c'est un peu une sorte de super T1, ça vous permet très bien de détecter l'anomalie de signal de la médulaire séparément de l'œdème. Là, vous n'avez pas ce luxe-là, vous avez du T1 classique, mais au moins ce que vous pouvez détecter, c'est ici le fait que on voit plus les petites travées, les petits traits noirs sur fond blanc, là on les voit pas, là on voit un trou. On voit un trou, et là aussi il y a une limite nette là, il y a une sorte de petite ligne sclérotique noire, et là il y a un trou grisâtre. Et la corticale n'est pas épaissie, contrairement à ce qu'on devrait avoir sur une fracture de fatigue, parce qu'une fracture de fatigue qui arrive au stade de fracture complète, c'est un processus qui est chronique, et un épaississement de la corticale osseuse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La corticale osseuse, elle a l'air au contraire d'être amincie. Là, elle est toute fine, la corticale, à cet endroit-là, alors qu'elle devrait être plus épaisse que ça, vous voyez? Donc c'est ça un peu les éléments qui doivent vous attirer l'attention. Donc voilà, Ahmed, tu vois que le dème osseux? Non, je te promets, il y a un trou dans l'os. Et maintenant que on le suspecte, quelle est à votre avis la meilleure chose à faire pour rechercher, pour s'assurer, est-ce qu'il y a vraiment un trou dans l'os ou est-ce que je suis en train d'halluciner? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Alors TEP, bon, pourquoi pas, mais moi je suis radiologue. T1 injecté, le T1 injecté, ça permet effectivement de se dépatouiller, sauf que là on n'a pas eu envie de le faire, on va faire un scanner. Alors la radio, oui, bon, hein. Oui, la radio. Dans ce cas précis, la radio permettait d'avoir le diagnostic, je dois admettre. Mais on a décidé de faire un scanner parce qu'on l'avait sous la main. Donc hop, 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 on fait traverser au patient le SAS, on le fait changer de cabine et on l'envoie faire un scanner. Et sous vos yeux ébahis, je vais vous afficher le scanner si ça veut bien ne pas bugger. Attention les yeux, c'est en train de charger. Oh putain, c'est incroyable, ça fonctionne. Alors, ça c'est une reconstruction dans le plan coronal et on n'a pas encore tout. Est-ce que je vais y arriver? Ah, j'espère que ça va marcher. Ouf, c'est bon. Alors voilà, là c'est l'arco coronal. Est-ce que je peux vous le mettre en NPR? On va essayer, on va essayer. Ouh là là, que se passe-t-il?
Je retente le MPR. Yes, on a réussi. Je vais remettre le truc là comme il faut, voilà. Et je vais vous afficher ça tout bien comme il faut. Voilà, voilà. Regardez bien. Alors, est-ce que je peux effacer les lignes? Non, c'est trop basique. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que quelqu'un est capable de me déterminer qu'est-ce qui se passe dans cet os? Bonjour, oui ça va? Bonjour Baptiste. Je me rends compte que c'est un cas clinique qui est assez difficile à montrer en live, mais on va arriver au bout quand même. Je vais vous montrer plutôt le sagittal. Voilà. Sur cette image, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit? L'œdème osseux, on dirait un cal osseux, mais ça n'explique pas l'œdème. Alors oui, il y a une tentative de cal osseux. Ça fait un bout de temps en fait qu'il y a cette fracture, et il y a effectivement un cal osseux qui est en train de se former. Cal osseux d'ailleurs qu'on avait un petit peu de mal à voir sur l'IRM, mais on le voyait. Mais en fait, c'est pas ça ce que je veux vous montrer. Vous allez comprendre. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Ah, je peux zoomer, je crois. Oh oui, trop bien, je peux zoomer. Exceptionnel. Allez, maintenant que j'ai zoomé, je vous montre avec mes doigts. Donc, ce que vous devez voir ici, c'est que ça, c'est de la médullaire osseuse normale. Vous la voyez bien, la médullaire osseuse, là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut aller sur YouTube, si vous voulez voir les images. Si vous voulez voir les images du cas clinique, qui sont ici, sur mon écran. Vous devez me rejoindre sur YouTube. D'accord? Allez, venez sur YouTube. Donc, il y a une lésion ostéolytique. Effectivement. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est comme lésion ostéolytique à Napoli? À Bir Lagmouche, tu as une idée de ce que c'est comme lésion ostéolytique ou pas? Bon, en attendant que vous réfléchissez, je vais analyser avec vous les caractéristiques de l'image, d'accord? Ce qu'on a. Alors attendez, que j'arrive à déplacer ça comme il faut. Oh, putain, c'est pas si facile. Ok. On a une lésion qui, ici, à la base de la phalange, vient clairement manger la médullaire osseuse. Au niveau de la diaphyse, c'est moins facile à dire parce que la diaphyse, c'est la partie tubulaire de l'os et il n'y a pas de médullaire osseuse centrale. Donc, à moins d'avoir des anomalies signales à l'IRM, qu'on avait un petit peu, mais c'est difficile à voir, c'est un peu plus dur. Là, sur le scanner, là, on voit très bien les limites de la lésion. Si vous voyez ici, là, on a la médullaire osseuse qui est normale. Ok? Là, on est encore dans la métaphyse. La diaphyse, elle commence à peu près par ici. Ok? Donc, à cet endroit-là, on devrait encore avoir cette trame osseuse qu'on a ici. Je vais vous montrer pour comparaison, je vais vous montrer le métatarsien d'à côté. Voilà, c'est censé ressembler à ça. Hein, on a la médullaire, et ici on est en train d'avoir la jonction entre la métaphyse et la diaphyse, et là on est vraiment sur la diaphyse. Donc toutes les petites travées osseuses rejoignent la corticale. C'est un patient qui est relativement jeune. Hein, je vais pas donner d'âge précis, mais c'est pas un patient âgé. Là, pour donner un autre exemple, voilà à quoi ça ressemble les bases métatarsiennes normales. Là, vous voyez, sur la luxe, à la base de la luxe, c'est vraiment clair. Ici, vous avez la transition progressive entre l'os spongieux et là, l'os tubulaire de la diaphyse, hein, avec une corticale épaisse et une cavité centromédulaire graisseuse. Ok? Donc c'est censé ressembler à ça. Maintenant, on va revenir sur notre quatrième métatarsien. Hop là, on y est. Attendez, je me recache. Voilà. J'essaie de vous l'afficher tout bien comme il faut. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la transition entre
la transition entre la médulaire normale et la médulaire pathologique. Et en fait, à cet endroit-là, il y a une lacune qui est légèrement cerclée de sclérose osseuse. Il n'y a pas d'épaississement cortical à part ici, il y a le calosseux lié à la fracture. Et à l'intérieur, il y a quelque chose de particulier. Je suis navré, j'arrive pas à bien montrer les images comme je le souhaiterais. C'est beaucoup plus délicat que ce que je pensais. Donc est-ce que quelqu'un a une hypothèse pour cette lésion au niveau d'une phalange ostéolytique qui est quand même plutôt bien limitée? Et si vous regardez bien, je vais vous la remettre en 2D, je pense. Bon, c'est bon. Alors dysplasie fibreuse, ça pourrait être une bonne idée. Pour une lésion ostéolytique diaphysaire qui a des limites nettes avec une fine sclérose sans vraiment d'épaississement cortical. Voilà, et Abder, il nous propose un enchondrome. Et comment est-ce qu'on fait la différence, Abder? Qu'est-ce que tu as comme caractéristique intéressante de l'enchondrome? Ouais, la localisation est vraiment très évocatrice et il y a des calcifications. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément le plus facile à voir parce que c'est un enchondrome de petite taille et c'est typique dans les enchondromes des phalanges, aussi bien que ce soit au niveau enfin, au niveau des phalanges, des doigts, au niveau des mains ou au niveau des métatarsiens. En tout cas, les enchondromes des extrémités ont tendance à avoir moins souvent des calcifications. Mais en fait, dans celui-ci, vous avez, si on défile doucement les images, vous avez ici, putain, je suis désolé, c'est pas facile à utiliser, la corticale épaissie, la portion lithique, et là, ces choses qu'on voit là, ces petites calcifications-là, c'est en fait des calcifications un peu en arc, arciforme, qui correspondent à de la calcification de la matrice cartilagineuse de la lésion. Et donc voilà, ça c'était une fracture pathologique sur un enchondrome. Juste pour vous dire que là, le message à retenir sur ce cas clinique, c'est qu'il ne faut pas simplement sauter sur le diagnostic habituel de fracture de fatigue et vraiment regarder le terrain et remarquer que l'os est anormal. Et si l'os est anormal, c'est qu'il y a une lésion sous-jacente, ça ne va pas se traiter du tout de la même façon. Là, ce patient-là, il va avoir besoin d'une prise en charge chirurgicale. On ne peut pas espérer que ça guérisse tout seul facilement. Bon, c'était un petit peu trop compliqué ce cas clinique à montrer.